Bon retour sur ce parvis. Merci d'être là encore quelques heures. Nous avons 2 tables rondes qui arrivent et puis après on se quittera, mais pour se retrouver l'année prochaine. Et pour terminer, ou presque, ce congrès, eh bien, on va parler de matériaux biosourcés et géosourcés pour aider à décarboner le parc de logements sociaux, l'USH, la Banque des Territoires et 3 associations régionales HLM en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et en Occitanie ont lancé une étude. Alors l'idée, c'est de tester la création d'alliances locales autour des matériaux biosourcés et géosourcés. J'ai été regarder, j'en ai discuté, donc je vais vous dire ce que c'est, les matériaux biosourcés et géosourcés. On le sait bien sûr, mais c'est toujours bien de se rappeler des matériaux qui viennent du vivant pour les biosourcés, comme le bois, le chanvre, la paille, le lin, c'est ça ? J'ai raison. Des matériaux issus donc directement du sol pour les géosourcés comme la terre, la pierre, le granulat. Donc en clair, des matériaux plus écologiques, souvent disponibles à proximité et qui permettent aussi de valoriser les savoir-faire locaux, ce qui est important. Ces alliances territoriales ont donc pour but de structurer de vraies filières, soutenir l'offre des producteurs et artisans tout en stimulant la demande des bailleurs sociaux. Ça va être l'occasion, là, de cette discussion, de partager justement les premiers enseignements de cette expérimentation avec David Filot, bonjour, qui est fondateur d'Impact Territoire Conseil, Gala Bridier, qui est directrice adjointe de Habitat Social en Occitanie, et Franck McFarlane, qui est responsable recherche et expertise chez Maison et Cité. Bonjour à tous. Je vais commencer avec vous, Franck, parce que Maison et Cité a fait le choix d'intégrer des matériaux biosourcés, justement, notamment le chanvre, bien avant que ce sujet... Je sais pas, ça m'a coupé dans mon élan, donc je me suis arrêtée. Excusez-moi, mais comme ça, tout le monde peut écouter ce qui se passe. Donc, je parlais du chanvre. Vous l'avez fait bien avant que ça s'impose finalement à l'agenda national. Qu'est-ce qui vous a convaincu de franchir le pas ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La démarche a été entamée il y a plus de 10 ans chez Maison et Cité, et le point de départ, c'est une conviction d'aller vers des matériaux plus vertueux, de chercher des alternatives aux matériaux pétrosourcés. Il y a un objectif évidemment à grande échelle de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour le bailleur que nous sommes dans le cadre de notre RSE, dans la stratégie nationale bas carbone. Mais plus concrètement, il y a 2 gros objectifs qui sont la pérennité du patrimoine, donc d'améliorer le confort pour l'habitant en ayant des matériaux qui soient et isolants et meilleurs pour la qualité de vie, donc le confort de l'habitant, et une envie aussi d'anticiper l'évolution des prix, de se dire qu'il y a peut-être un effort à faire de ce côté-là, mais qu'à long terme, ça peut avoir un intérêt de partir sur les biosourcés. D'accord. Alors, avec le recul, est-ce que vous avez pu voir des obstacles qui éventuellement pouvaient freiner, même encore aujourd'hui, la massification de ces matériaux dans vos projets ? Des obstacles, oui. Oula, il y a l'air d'y en avoir beaucoup. Oui, il y en a eu parce qu'on a commencé très tôt. On a beaucoup expérimenté il y a 10 ans de ça en testant plein d'écomatériaux différents. On a fini par faire le choix du béton de chanvre parce que c'est ce qui répond le mieux à notre problématique, à notre patrimoine. Mais en termes de freins, ce qu'on a remarqué, c'est déjà une méconnaissance des entreprises, des bureaux d'études. La phrase « on a toujours fait comme ça ». On a l'habitude de faire comme ça, c'est la phrase habituelle. Les habitudes. Oui, donc dès que vous arrivez avec un nouveau matériau, même si ce n'est pas un matériau jeune, mais nouveau matériau dans le sens non conventionnel par rapport à ce que les entreprises ont l'habitude de faire, vous les déstabilisez. Les bureaux d'études, même chose. Les maîtres d'œuvre, même chose. Donc, et le deuxième gros frein, je dirais que c'est aussi le côté réglementaire des bureaux de contrôle qui sont parfois très frileux et qui hésitent à valider ce qu'on essaie de faire. Donc la méconnaissance, la réglementation, et évidemment lié à ça, c'est les prix. Parce que ces 2 éléments-là font que les entreprises, quand ils répondent à vos marchés, ben, ils sortent ceinture, bretelles et parachute et vous mettent des prix d'américains. Donc il faut travailler avec eux. Il faut essayer de trouver une manière de faire pour que ça passe dans les budgets.
Je vois. David Filot, vous, l'USH et la Banque des Territoires vous ont confié cette fameuse étude dont je parlais pour explorer donc des alliances territoriales autour des matériaux bio et géosourcés. Est-ce que vous pouvez nous résumer les objectifs, la démarche, notamment cette approche d'alliance territoriale ? Oui, merci. La spécificité vraiment de l'approche de l'USH et de la Banque des Territoires, déjà, c'est de s'intéresser aux matériaux bio et géosourcés locaux. Souvent, on parle des bio et géosourcés en général. Là, on fait un parti pris qui est très fort, c'est de regarder ceux qui sont présents dans le territoire. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et à partir de là, on imagine quelles alliances on peut former entre des maîtres d'ouvrage qui sont puissants, qui ont du flux, qui ont de la capacité, qui sont les bailleurs sociaux, et ces filières locales. Et donc, ce que veut faire l'USH avec la Banque des Territoires, c'est former des alliances. Et c'est une démarche où, en fait, ensemble, on fait du collectif pour, du côté de la demande, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, les bailleurs sociaux, pouvoir se synchroniser quelque part avec l'offre de ces matériaux locaux, bio et géosourcés locaux, pour tirer des filières locales, donc dans une logique en fait gagnant-gagnant. Gagnant pour les filières locales, on y revient tout à l'heure pour dire un petit peu ce que c'est, ce que j'ai pu observer comme filière locale, parce qu'elles vont avoir du flux, parce qu'elles vont avoir du carnet de commandes. Et puis gagnant pour les bailleurs sociaux, c'est aussi très important de le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de décarboner leur parc, c'est des puits de carbone, les biosourcés. Ils ont besoin de s'adapter au changement climatique qui est là, qui est très mal pris en compte par la réglementation. Les matériaux biosourcés, ils gèrent formidablement le confort d'été. Ils ont besoin d'être au rendez-vous de la santé publique, c'est des matériaux sains. Ils ont besoin de créer de la valeur dans un territoire, justement, il est question de filière. Et donc voilà, cette démarche, elle vise à ça. C'est une gouvernance, un collectif, parce que personne ne peut vraiment y arriver seul. Donc c'est un collectif, une gouvernance. Et c'est effectivement un projet autour de ce que je viens de dire, structurer des filières pour bénéficier aux bailleurs sociaux. Et alors, ce projet, comment il peut aider concrètement les organismes HLM qui rencontrent les mêmes problèmes, les mêmes priorités ? C'est l'intérêt du collectif. Vraiment, c'est l'intérêt de faire une grande équipe. Parce qu'en réalité, vous avez des pionniers comme, effectivement, Maison et Cité, mais il n'y en a pas tant que ça, des pionniers qui défrichent. Donc, ils ont un peu essuyé les plâtres. Et en fait, les freins, ils sont là. Et donc, ces alliances, elles vont permettre de lever les freins. Elles vont permettre de mutualiser de l'expertise. Sur des sujets techniques, elles vont permettre de partager des solutions techniques, elles vont permettre de bien identifier les solutions réglementaires. Qu'est-ce qui est en règle courante, qu'est-ce qui n'est pas. Ça a l'air de rien, mais tout ça, il faut le faire. Et ça va permettre de bien connaître l'écosystème dans toute la chaîne de valeur, la maîtrise d'œuvre jusqu'aux entreprises de la pose. Ça, c'est capital. Et donc, ça permet effectivement aussi, si on y va à plusieurs, de lever au moins en partie, je pense en très grande partie, un frein qu'on surestime, c'est le frein du coût. C'est-à-dire qu'effectivement, si on démocratise, je préfère dire ça que massifier, si on démocratise la demande de façon intelligente, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, eh bien évidemment, l'effet volume, il va faire baisser les coûts. Et donc à plusieurs, on peut faire ça. Galabridier, vous, avec Habitat Social en Occitanie, vous avez choisi de vous impliquer dès le départ dans cette étude. Pourquoi ? Oui, Habitat Social en Occitanie a fait un lobbying fort auprès de l'USH pour faire partie des territoires retenus pour cette étude, pour plusieurs raisons. La première, et je précise que j'ai l'autorisation de le dire par nos bailleurs adhérents, nous sommes en retard. Nous sommes en retard en Occitanie. Alors moi, j'allais parler de massification, mais bon, on peut parler de démocratisation, ça me va bien aussi. Changez le mot sur mon texte. On en est loin. On en est loin. Il y a des expérimentations, il y a des démonstrateurs. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin pour les enjeux qui ont été cités, de décarbonation, mais aussi d'adaptation au changement climatique. Nous sommes la région aujourd'hui la plus touchée par les canicules et donc la question du confort d'été, même si l'ensemble des autres régions vont être autant confrontées que nous plus tard. Mais aujourd'hui, voilà, il y a urgence. Les bailleurs sociaux se questionnent, je viens de le dire, essaient des choses. Mais là, il est temps de passer une marche supplémentaire.
Deuxièmement, c'est aussi ce qui nous a poussé, nous, en tant qu'ARHLM, à vouloir s'engager dans cette démarche. Ce sont simplement les enjeux réglementaires aussi, auxquels sont confrontés les bailleurs, avec l'augmentation du ratio de matériaux bio et géosourcés qu'ils devront intégrer dans leurs opérations d'ici 2030. Donc voilà, la RHLM a pour rôle de pousser ça aussi, de faire ensemblier, de coordonner, d'animer un collectif qui est effectivement existant et qui fonctionne bien, mais qui a besoin d'être alimenté. Et justement, le fait que vous soyez un collectif, enfin que ce soit les organismes, que ce soit une association régionale, pardon, HLM, est-ce que ça peut aider à aller plus loin, à aller plus vite par rapport à des bailleurs seuls ? Oui, je pense c'est le rôle que nous avons sur l'ensemble des sujets, comme je le disais, oui. Ce rôle d'animation. Je pense que surtout, on peut avoir un rôle de relier l'offre à la demande. Parce qu'il existe des filières de matériaux bio et géosourcés locales en Occitanie. Simplement, tout ce petit monde a du mal à se rencontrer. Voilà. Et donc, nous, on peut servir à ça. Je vois. David Filot, vous avez donc mené un diagnostic territorial sur chacun des territoires, hein, Île-de-France, Hauts-de-France et Occitanie. Est-ce que vous avez dégagé des grandes tendances ou des constats dans vos analyses ? Oui, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on a 3 filières qui sont présentes ou potentiellement présentes partout, et puis une grande diversité d'autres filières, mais on a déjà un cœur de cible que je voudrais quand même énoncer très clairement. On a la filière chanvre qui a un potentiel partout en France et qui est une opportunité mais extraordinaire pour s'adapter au changement climatique pour toutes les raisons qu'on a dites, et on n'a pas suffisamment le temps de les détailler sur le caractère incroyable de la plante qu'est le chanvre et des opportunités de valorisation. Donc la filière chanvre, elle est présente dans les 3 régions. La filière paille, qui est un coproduit, évidemment, de la production du blé en particulier, est présente dans les 3 régions, elle a sa place partout en France. C'est une formidable filière qui existe, qui se développe, qui dans certaines régions est déjà bien développée. La 3e filière, qui l'est un peu moins, mais la ressource est là, il faut toujours partir de l'amont. Qu'est-ce qu'on a ? De quoi on dispose ? C'est la filière terre crue. La filière terre crue, elle est présente dans les 3 régions. Plus ou moins, c'est un peu moins avancé, mais alors le potentiel, il est là. À côté de ça, vous avez d'autres filières locales. Donc ce que j'ai observé, c'est aussi une grande diversité d'autres filières. Je vais en citer 2, si vous me permettez, très vite. Oui, bien sûr. La filière lin. La filière lin dans les Hauts-de-France, je l'ai dûment observé. Il y a un potentiel de leadership européen sur la filière lin dans les Hauts-de-France. Il y a la ressource, toujours partir de la ressource. Il y a la transformation, parce qu'il y a des industriels qui y sont. Ils sont d'ailleurs dans le salon. Et puis, il y a même un avis technique qui va sortir. Vous voyez, donc ça commence à faire filière. En Occitanie, je vais citer une filière à laquelle peut-être on ne s'attend pas, la filière laine de mouton. Ça concerne 6 départements. La ressource est là. L'usine est là, a coûté des millions d'euros, soutenue par la filière Roquefort, des centaines d'exploitants. Et l'ATEX, qu'on appelle l'ATEX, est là, c'est-à-dire ce qui permet de l'employer de façon sécurisée au regard des contraintes réglementaires. Voilà, donc une grande diversité de filières, mais vraiment un cœur fort. Le bois existe évidemment partout, mais en tant que filière locale, il est plus ou moins présent. Là, je m'intéresse vraiment aux filières locales. Locales. Et il y en a en Occitanie, par exemple, Bois des Pyrénées, Pin des Cévennes. Et du coup, vous avez des recommandations pour mieux structurer ces filières locales ? Oui, non, mais ce qui est capital et vraiment, le message qu'on veut passer, ce qui est attendu et ce qu'on peut faire à travers ces alliances, qu'est-ce qu'elles demandent les filières au sens institutionnel et économique ? Elles demandent 2 choses. D'abord et avant tout de la visibilité sur le carnet de commandes de façon raisonnée. Il ne s'agit en aucun cas de faire trop gros, trop vite, parce qu'elles ne pourront pas suivre. Mais elles veulent de la visibilité, savoir où on va à une échéance de 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour pouvoir s'adapter et investir. C'est d'abord et avant tout ça. Et pour faire ça, elles veulent savoir sur quelle filière, sur quel système technique, probablement en règle courante, parce que ce n'est pas la NASA ce qu'on cherche à faire. Il y a vraiment des choses qui sont en règle courante, qu'on peut faire sur étagère. Il faut juste
allez les chercher. Premier point. Deuxième point, elles peuvent attendre, c'est pas forcément le principal, qu'on concourt à l'innovation, en soutenant des innovations. Il reste des innovations à faire et les bailleurs sociaux sont friands de concours aux innovations. Donc c'est une deuxième chose et ça permettra effectivement de structurer la filière en apportant de nouvelles solutions. Ce qu'elles ne veulent pas en revanche, je le dis de façon un peu cash, ce qu'elles ne veulent plus, me semble-t-il, c'est des démonstrateurs. Et alors, on a passé le cap de la RSE. Ce n'est plus l'âge des démonstrateurs qui empilent des innovations qu'on ne peut pas répliquer et qui constituent des contre-références économiques. Ça ne rend pas service. Si je puis me permettre, effectivement, je veux bien réagir parce que vous dites que les filières attendent de la visibilité, mais les bailleurs aussi, en fait, de l'autre côté. Les bailleurs ont besoin d'être rassurés que les filières vont pouvoir suivre leur carnet de commandes. Et c'est tout le rôle de ces alliances territoriales que nous souhaitons mettre en place pour que cette offre et cette demande se rassurent, se rencontrent. Oui, c'est capital ce qu'il vient d'être dit. C'est en fait un échange visibilité contre sécurité. Les bailleurs, ils peuvent apporter de la visibilité, concours à l'innovation, mais ils ont besoin de sécuriser aussi leur process. Ils ont besoin de sécurité réglementaire, ils ont besoin de sécurité technique, ils ont besoin d'expertise, ils ont besoin d'une mutualisation de toutes ces connaissances. Et donc ces alliances, parce que dans les alliances, il y a les filières, cette expertise, elle existe, elle est dans les filières. Et c'est pour ça aussi qu'on peut avancer ensemble, parce que chacun peut apporter à l'autre vraiment ce dont il a besoin. Bien sûr que l'expertise des filières, elle est forte, hein. Je suis membre d'une filière, je m'autorise à le dire. Qui est représenté ici à travers la filière paille. Est-ce qu'on peut peut-être utiliser l'expérience de M. Macfarlane pour parler de ça, justement de vos attentes? Vous avez 10 ans, entre guillemets, d'avance. Vos besoins, on en vient d'en parler, vos attentes? Dites-nous un peu par rapport à ce qui s'est passé concrètement. Tel que ça s'est passé, on a dû très vite travailler sur la formation. Je vous ai parlé tout à l'heure de mes connaissances. La sécurité dont parlait David, dont ont besoin les bailleurs, c'est finalement d'avoir des partenaires en face qui savent ce qu'ils font. Donc nous, en tant que bailleurs, déjà se sensibiliser aux différents écomatériaux, voir ce qu'on peut ou ne peut pas faire, mais former les gens de la chaîne de la construction, entreprises, sous-traitants, parce qu'en plus c'est pas parce qu'on vise un écomatériau posé par le gros œuvre que le plombier électricien il va pas faire des bêtises sur ce qui a été posé. Bref, il y a une coordination aussi à imaginer, donc le maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études, tous ces gens-là sont informés de manière à avoir un prix plus juste aussi, qui sera évidemment relié à la commande, à la démocratisation, à la massification de la commande, ça c'est évident. Mais plus que le fait d'alliance, pour moi, elle doit être coordonnée par la région, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ces écomatériaux, souvent, ne sont pas que pour le bâtiment. Le chanvre, ça a des intérêts dans le monde de l'industrie automobile, dans la cosmétique, dans l'agroalimentaire, un peu dans l'habillement, le lin qui existe dans les Hauts-de-France, même chose, c'est le textile avant tout. Donc, nous n'avons pas vocation bailleur à lancer une filière qui pourrait être comme ça multi-clientèle, je ne sais même pas quel mot utiliser, mais tellement de clients, multi-industrie exactement. Mais on veut bien y participer. Mais ça veut dire qu'il faut un catalyseur, il faut un organisateur, un animateur au niveau local en fonction des choix qui sont faits. Et donc la dernière chose que moi je mettrai en avant, c'est aussi que je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut plus faire des tonnes de démonstrateurs. Nous on en a fait pour faire certains choix. Mais en fait, il faut envoyer un message clair aux acteurs de la construction sur les matériaux que l'on peut employer localement. À dire que tel bailleur veut du lin, tel bailleur veut du chanvre, tel bailleur veut du liège, tel bailleur veut de la laine de mouton, on n'arrivera pas à faire à faire en sorte que les filières se développent. Donc il faut cette animation régionale, faut qu'elle passe aussi sur le fait de faire des choix tranchés, peut-être au détriment de certains qui resteront peut-être des écomatériaux de niche en local, mais il faut trancher selon moi. Galabridier, on va peut-être rester sur le sujet parce que pour démocratiser l'usage de ces matériaux, quels sont les acteurs qu'il va falloir associer? On vient d'en parler un peu, mais on peut, dans la suite logique pour vous. Je rejoins ce qui vient d'être dit. Pour moi, vraiment, l'acteur incontournable, c'est la collectivité région. Évidemment, j'en veux pour preuve qu'en Occitanie,
Nous sommes aujourd'hui d'ailleurs en cours de discussion pour participer à un projet européen que la région est en train d'écrire sur le développement des filières matériaux bio-géosourcés et également issus du réemploi. Voilà, et de manière assez naturelle, ils sont venus nous chercher, nous, à RHLM, connaissant le potentiel qu'il y a chez les bailleurs sociaux. Il y a aussi un acteur du plan Habitat durable qui, chez nous, s'appelle Envirobat, qui là travaille beaucoup déjà, mais plutôt sur des démonstrateurs encore, me semble-t-il, sur ces questions-là, avec des labellisations des projets, etc. C'est aussi un acteur important pour cette démocratisation. Imaginons, Monsieur McFarlane, dans le public, là, il y a un bailleur social novice, on va dire, qui souhaite se lancer demain dans un projet avec des matériaux bio-géosourcés. Ce serait quoi le conseil que vous pourriez lui donner, le plus important, on va dire, qu'il n'y en ait pas 15? Il n'y en aura pas 15, mais il n'y en aura peut-être pas qu'un seul. Bon, allez, je vous en donne 3. Ça me va bien. Le premier, c'est d'identifier le besoin. C'est-à-dire que selon la spécificité de son patrimoine, et donc de son besoin, est-ce qu'il y ait plus en construction, plus en rénovation? Enfin, on sait qu'on doit tous rénover, mais selon ce qu'il a à faire, de choisir le bon écomatériau en prenant en compte aussi les filières locales. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, si c'est possible. Donc le premier, c'est ça, c'est de bien savoir ce que l'on veut. Nous, c'était notre problématique, on avait des problèmes d'humidité, on a choisi le chanvre pour cette raison-là, pour sa capacité à gérer l'aspect hydrique. La deuxième chose, je vous l'ai plus ou moins déjà dit, c'est le fait de ne pas se disperser dans différentes solutions. Et la troisième chose, qui est un peu un pas de côté, c'est que nous avons été parmi les premiers, ça a été évoqué. On a essuyé des plâtres, ça a été dit aussi. Mais l'avantage, c'est qu'on a fait un projet sur notre première grosse réhabilitation en béton de chanvre. Et toutes les études qui ont été faites par le CEREMA, par les partenaires qui ont bossé avec nous, on les a mis en open source. Donc si vous voulez commencer, en tout cas sur le béton de chanvre, vous intéresser au sujet, contactez-nous. Moi, j'ai déjà donné les informations à l'URH et à la région. Ils ont la synthèse de tout ce qu'on a déjà fait. Vous ne partirez pas de zéro. Et donc, le dernier petit conseil, c'est adressez-vous à des gens compétents territorialement pour identifier les matériaux qui sont judicieux pour vous. Vous êtes d'accord? Complètement d'accord, oui. Ouais. Non, mais ça rejoint exactement... Je crois ce qu'on dit. Il y a la question de la priorisation qui est une question difficile. Voilà. Mais il faut faire des choix et il y a beaucoup de matériaux. C'est un débat qu'il y aura dans les alliances, je pense. Mais c'est vrai que si on va avoir un impact, si on recherche l'impact, à un moment, il faut assumer une forme de priorisation. Gala, est-ce que vous sentez aujourd'hui une réelle dynamique auprès de vos adhérents par rapport à ça, par rapport à ces matériaux ? Oui, ce qui est certain, c'est qu'il y a une prise de conscience très forte pour les raisons que je vous évoquais. Il y a une envie. Mais la priorisation là, dont vous parlez, je pense aussi que, enfin, je suppose, j'ai peut-être une hypothèse, mais que celle-ci permettra d'agir sur le premier facteur qui aujourd'hui permet de prendre des décisions dans les comités d'engagement, etc., c'est celui du coût. C'est-à-dire que si les matériaux bio et géosourcés peuvent être intégrés dans les maquettes financières que les bailleurs peuvent assumer pour construire ou réhabiliter, je pense que ça ira. Mais voilà, il y a un gros travail pour que ça se développe sur le sujet coût. De rassurance, mais pas que. Et là, c'est beaucoup plus technique. Je ne m'aventurerai pas dans le sujet. Non, mais effectivement, le sujet coût, il revient chez tous les bailleurs. C'est le sujet numéro 1. Et en même temps, il y a un deuxième sujet, c'est l'envie de s'engager au service de la transition écologique et des territoires. Et ce n'est pas de la langue de bois. Je pense que les deux ne s'opposent pas. Parce qu'en réalité, ce qui se passe déjà, mais ce que les alliances vont accélérer, c'est la compatibilité entre les deux. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il faut du flux raisonné à plusieurs. Personne ne peut prendre en charge tout seul de tirer une filière.
c'est pas possible. Par contre, à plusieurs, on se répartit la charge. Si on fait des choses simples, en règle courante, avec des choses qui existent, en ayant sourcé ces acteurs, en anticipant, et moi j'ai constaté que la maîtrise d'œuvre, elle était montée en compétences, eh bien à ce moment-là, si on anticipe bien, si on y va à plusieurs, vous verrez que ce sujet va se résoudre très simplement, et ça va se passer très, très, très naturellement en fait. Et d'ailleurs, ça peut être un des rôles de la région, de fournir des subventions pour entamer. Il est hors de question d'avoir des filières qui soient sous perfusion et qu'elles ne fonctionnent pas sans les aides. Mais par contre, pour initier le débat, enfin initier le mouvement, pas le débat, excusez-moi, initier le mouvement et faire en sorte que tous ces gens se rencontrent, que les formations soient faites, qu'on trouve les bons écomatériaux, il y a certainement un coup de main à donner pour que la connaissance, la pratique, les habitudes viennent et que les coûts diminuent et arrivent au bon prix. J'ajouterais qu'il y a des acteurs du hors-site qui existent. Oui. Et je voulais quand même le mentionner. On les a eu tout à l'heure. Voilà, je ne suis pas obsessionnel du tout sur leur site parce que je pense qu'il y a plein de façons de faire qui permettent de démocratiser les matériaux biosourcés. Et Franck les a testés. Mais ce que j'ai observé aussi, c'est qu'il y avait de plus en plus d'acteurs du hors-site, et vous en avez beaucoup sur le salon, là, qui travaillent dans cette optique, s'ils ont du volume, de vraiment baisser les coûts. Voilà, on a parlé de l'étude. Quelles sont les prochaines étapes, David Filot ? Les prochaines étapes, c'est d'approfondir sur un territoire le sujet. On va travailler sur effectivement la forme, la gouvernance. Moi, je la vois très souple. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on va se distraire à faire tout de suite des associations, etc. On a autre chose à faire quelque part. Donc il faut une gouvernance probablement souple. C'est ça la prochaine étape dans une région où on teste avec les bons acteurs. Ils ont été cités par les collègues. La région, il serait absolument essentiel qu'elle soit là. Fibois, bien entendu, et je pense qu'ils seront partants. Le réseau bâtiment durable. Et donc, les AR. Alors, les AR au premier chef, mais comme c'est lancé par l'USH, pour moi, ça va plus que de soi. Et puis, évidemment, donc, des maîtres d'ouvrage, dont la locomotive serait dans notre exercice des bailleurs volontaires. Premier point, on forme ce groupe, on forme cette équipe, et ensuite on se fixe un agenda de travail. Sur le fond, bien, on partage le sourcing des acteurs. C'est capital, le sourcing, de bien identifier sur toute la chaîne quels sont les vrais bons acteurs, parce qu'ils ne sont pas forcément identifiés. Je l'ai largement fait dans les 3 régions, mais on peut aller plus loin, et puis surtout, il faut le faire partout. Quelles sont les solutions techniques qui existent, quelles sont celles en règle courante ou celles qui ne le sont pas. Il faut savoir où on met les pieds. Quel est le cadrage juridique ? On est quand même soumis au Code des marchés publics. C'est très bien, mais ce n'est pas toujours très adapté aux filières dont on parle. Il y a des solutions, il y a des bailleurs qui ont travaillé là-dessus, mais il faut vraiment se mettre à l'agenda de travail. Donc on va faire ça. Et puis on peut aussi, évidemment, et on va travailler à opérationnaliser, je pense, quelques opérations. Voilà, et puis ce qu'on peut mutualiser entre maîtres d'ouvrage sera un moment d'échange d'ici la fin de l'année sur 1 ou 2 territoires. Qu'est-ce qu'on peut mutualiser comme expertise, comme AMO? Qu'est-ce qu'on peut mutualiser éventuellement et sous quelle forme en termes de commandes? Est-ce qu'on y va sous une forme assez souple, une charte d'intention? Est-ce qu'on envisage des groupements de commandes? On a le temps pour réfléchir à ça et ça sera du cas par cas dans chaque région. Mais c'est ça les prochaines étapes, c'est former l'équipe et opérationnaliser. Et du coup, je sais que vous ne voulez pas aller trop vite sur les alliances, mais quelle forme ça pourrait prendre? Des clubs, je ne veux pas aller trop vite, je veux surtout que ça soit les acteurs et que ça vienne d'eux. C'est-à-dire, ce qui ne serait pas bien, c'est que moi... Vous donniez... Ouais, et en plus, ce serait contre-productif. Mon avis, c'est qu'il faut que ça soit souple. Un club, c'est très bien. Aller tout de suite sur de la structuration juridique, je suis membre d'association, j'ai aidé à en former. Très franchement, c'est du temps. Oui. Faisons déjà quelque chose de sain. Mettons les bons acteurs autour de la table. Donnons-nous un agenda de travail. Disons-nous à quel rythme on se voit et sur quel agenda de travail. Ça sera déjà bien et on va avancer. Et vous verrez qu'en 4 mois, on va faire un grand boulot. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis d'accord. Il y a une grande dimension d'acculturation, finalement, voilà, entre les différents acteurs. Donc il faut y aller. En la matière, je serais plutôt favorable à une politique, voilà, des petits pas pour y arriver tous collectivement, parce qu'effectivement c'est ça qu'il faut faire et c'est une des grosses clés de la réussite. En ayant en tête, pour reprendre aussi un peu ce qui a été dit, qu'effectivement les bailleurs sociaux, en tout cas notre écosystème du logement social, est une partie de la réponse au développement des matériaux bio et géosourcés, mais on ne structurera pas les filières qu'à nous tout seuls. Voilà, donc ça c'est aussi important de se le reposer.
Franck? Et juste pour vous dire quelle forme ça pourrait prendre, on a dans le Nord un collectif de bailleurs un peu innovants. On n'est pas tous les bailleurs du Nord à être là-dedans, mais les motivés, où on se fait des retours d'expérience réguliers sur plein de sujets différents, dont les écomatériaux. Je ne pense pas, comme David, qu'il faille rendre ça plus officiel, plus structuré. Il y a quelque part déjà le pacte bois biosourcé ou les pactes Fibois en région qui aident à structurer et à montrer la volonté qu'on peut avoir là-dessus. Je pense que ça pourrait presque suffire. Un dernier mot? Ça dépendra des régions. Et on fait le collectif. Et je finirai en répétant, mais parce que je trouve que c'est très important quand on veut être opérationnel. Dans ce collectif, il faudra un animateur. Si on fait un collectif pour un collectif, ça ne va pas aller. Donc, premier point, qui va prendre l'animation? Qui va vraiment mener le groupe assez loin? Voilà. Bon, on vous laisse travailler. Partant, en tout cas. Comment? On est partant. Oui, ça, je vois bien. On vous laisse travailler, puis on se revoit l'année prochaine. On verra comment les choses auront progressé. Merci beaucoup à tous les trois. Je dois vous rappeler que y a, si vous voulez, le panorama des matériaux bio et géosourcés en France, en métropole et en outre-mer, c'est disponible en ligne. Ah bah voilà, on a le QR code qui est là, donc vous sortez vos petits téléphones. Et sinon, c'est sur le centre de ressources de l'USH. Et voilà, merci beaucoup.